Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Name Drop, quatrième épisode de ce nouveau podcast hebdomadaire, toujours en compagnie de Maxime. Maxime, comment tu vas? Yes. Mais ça va et toi? Ça va très bien, un beau programme aujourd'hui. On va d'abord revenir sur peut-être la sortie la plus importante de ce mois de septembre. Et il est venu pour clôturer le mois de septembre avec une sortie en salle le 29 septembre. Si vous ne l'avez pas vu, on va pas faire, si on va faire carrément du spoil. Donc je vous invite à passer directement. Il y aura les timecodes qui vous amèneront directement au jeu. Si jamais vous n'avez pas vu une bataille après l'autre, le dernier Paul Thomas Anderson. On avait envie de revenir un peu sur ce film avec plusieurs petites questions, puisqu'on n'a pas fait d'après-séance de ce film-là. On reviendra du coup pas à chaud dessus, mais c'est aussi une bonne chose. Ensuite, on va refaire le jeu de la semaine dernière, mais on va inverser les rôles, puisque j'ai choisi une sélection de 10 films et Maxime a une question dont je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas la question de Maxime et du coup, on va pouvoir jouer à ce jeu-là. Et puis on finira comme d'habitude sur nos deux petites questions que l'on va poser à l'autre. Semaine de FIFIB qui arrive, qui va commencer, le Festival international du film indépendant de Bordeaux, une Et oui, 14e édition qui commence ce mardi. J'ai derrière la bande originale de Aimer perdre, un des films que j'avais découvert l'année dernière lors de la sélection officielle et que j'avais vraiment aimé. Un rien n'est là par hasard ici, dans cette et émission, non, c'est incroyable. voilà, tu vois, même le décor est adapté Enfin, pour le festival de cinéma de Bordeaux. Donc, j'invite tous les Bordelais et Bordelaises qui nous écoutent à vous rendre pendant la semaine. Il y a un beau programme, une belle programmation de films inédits, indépendants, avec 6 longs métrages en compétition dans cette catégorie, des courts-métrages dont certains, comme Au bain des dames, qui sont d'ores et déjà nominés au César ou dans la grande nomination des Césars, puisqu'il y a quelques nominations qui ont déjà été attribuées, notamment sur les courts-métrages, et vous pourrez en découvrir certains d'eux lors du FIFIB. Et puis ensuite, un nombre important d'avant-premières. L'année dernière, j'avais pu voir leurs enfants après eux, 2 mois avant la sortie en salle en France. Ça va être le même cas cette année avec La Petite Dernière d'Avi Herzi, avec Les Enfants vont bien de Nathan Ambrosioni également, Le Vie privée avec Jodie Foster et Daniel Auteuil. Plein de belles choses qui arrivent du coup au FIFIB, donc n'hésitez pas à regarder un peu la billetterie et vous rendre dans les salles obscures de Bordeaux, de l'Utopia et de l'UGC Gambetta. C'est les deux cinémas qui couvriront ce festival. On va entamer ce podcast avec du coup un peu une review, un débrief de une bataille après l'autre. On est allé le voir ensemble la semaine dernière. Maxime, première ouais. question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ouais, c'est le film auquel on s'attendait de la part de Paul Thomas Anderson, qui revient pas si longtemps que ça après Licorice Pizza, 3 4 ans seulement, avec pour le coup un DiCaprio inédit sous la caméra de Paul Thomas Anderson, et un film par contre qui tenait des promesses en termes de temps, encore un grand film de 2h40 pour Paul Thomas Mhm. Anderson. Est-ce que ouais, c'est le film auquel on s'attendait après la projection? Oui, 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 parce que je trouve la bande-annonce montre bien le ton qu'aura le film et les sujets qui seront abordés, qu'il n'y a Mm. pas de grosses surprises. Alors, elle est assez intelligente non plus pour pas spoiler. Je trouve que c'est une bande-annonce qui est vraiment bien foutue parce qu'elle montre peut-être même aussi beaucoup de plans de mémoire du début. Mais on voit ce ton de film assez quand même énervé, révolutionnaire, gros pamphlet politique, avec Ouais. une petite touche d'humour quand même, où on prend pas totalement les personnages au sérieux, avec notamment les scènes entre DiCaprio et Benicio del Toro. Enfin voilà, moi j'avais ressenti un peu cette idée-là de beaucoup de choses à dire, mais on va y mettre un petit peu d'humour et de légèreté au milieu pour pas que ce soit trop lourd non plus de faire un film révolutionnaire de 3 heures. Sans blague, toi, je pense que ça aurait été un peu indigeste. Mhm. Donc ouais, je pense que c'est à peu près le film auquel je m'attendais, et même en termes de qualité, sans savoir si ça allait être le meilleur ou un peu plus mid, mais on attend un minimum d'exigence de ce réalisateur, Ouais. sans forcément non plus avoir, et puis du casting, sans forcément être tout aimer et être d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais dans ce sens-là, moi oui, j'ai eu ce que j'attendais à peu près. Et Ouais. toi?
Ouais, pour ma part aussi. Alors moi, j'avais des grandes attentes parce que j'avais pas encore eu ce film à grand budget qui m'avait vraiment coupé le souffle, on va dire. Donc, et j'attendais en plus ce film de DiCaprio qui revient 2 ans après son dernier film. J'attendais vraiment un grand film en connaissant toute la popularité et tout le cinéma de Paul Thomas Anderson, mais en ayant, avant le visionnage d'une bataille après l'autre, pas vu les grands classiques de ce réalisateur. J'avais pas vu There Will Be Blood, que du coup j'ai rattrapé cette semaine. J'ai pas vu encore Magnolia, qui est un de mes derniers rattrapages de cette année en termes de classiques aussi. J'avais vu seulement Licorice Pizza, je crois, c'est le seul de Paul Thomas Anderson que j'ai vu. Mais que j'avais aimé la sincérité de ce film. Mais du coup, moi, j'avais pas l'image d'un Paul Thomas Anderson comme un réalisateur qui fait du cinéma sérieux. Il y avait déjà un peu ces touches d'humour-là dans Licorice Pizza. Et du coup, effectivement, en voyant un peu les images de la bande-annonce et qu'on voit un peu ce Leonardo DiCaprio grimé en sorte de The Dude dans The Big Lebowski, un peu ce loser-là, un peu dépassé avec une belle moustache bien moche. Je m'attendais pas à un film qui allait sur un terrain ultra sérieux, un thriller ou quoi. Je Non. m'attendais un peu à une aventure rythmée, avec beaucoup de choses qui allaient se passer, mais je savais pas du tout quelle allait être cette aventure. Et c'est vrai qu'à la fin, moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce film. J'ai été surpris par de nombreuses séquences, par la qualité aussi du film, de la réalisation de Paul Thomas Anderson, qui vient confirmer le fait que c'est un immense réalisateur. Il est encore jeune, hein, il a 55 ans, je crois. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait du cinéma, 30 ans qu'il fait du cinéma. Je Ouais. crois qu'il a commencé en 95, un truc comme ça. Ouais, Hard Eight, Night, je c'est vois son premier film. 97. Comment? Ouais, Hard Eight, son premier film, Ouais, et voilà, fin c'est des par années là-bas. 90, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il a déjà bien 30 ans de bouteille. Il a commencé très jeune, voilà, à 25 ans. Et à 55 ans, il nous propose un objet cinématographique d'une grande qualité, avec des dialogues vraiment drôles. J'aime beaucoup sa façon de faire des scènes qui sont sérieuses, mais avec toujours un espèce de second degré, ou en fait de situation qui peut paraître absurde, et qui est un peu provoqué par voilà les drogues, par l'adrénaline aussi. Il se passe beaucoup de choses dans ces films. Et puis il y a vraiment des séquences que moi je trouve vraiment presque culte déjà, c'est très tôt pour le dire, mais quand on pense un peu au Loup de Wall Street et les séquences où Jonah Hill et DiCaprio sont en défonce, à retardement avec les pilules là, et qui prennent la voiture et tout, j'ai l'impression que quand je vois la scène avec Benicio del Toro, où ils sont en train de justement, où ils cherchent à charger son téléphone et ils lui livrent Ouais, ce gun-là comme si c'était un katana, et toute cette échappée en fait qu'il y a où ils essayent de prendre la fuite, toute cette séquence-là qui est presque un huis clos de 20 minutes, beaucoup avec des beaux plans séquences. ouais, c'est très Et très fort cette séquence, hein. cette séquence-là, elle est folle. Et la fin aussi est dingue. La fin, j'ai vu les photos sortir depuis une semaine de ces longues routes Ouais. bossues et tout du Nouveau-Mexique, hein. J'ai l'impression qu'on est par là. Je savais pas trop si on était dans le Colorado ou le Nouveau-Mexique, mais en tout cas, c'est entre ces deux endroits Mm. que se passe ce film. Mais ouais, ouais, non, moi c'est vraiment le film auquel je m'attendais. Je m'attendais pas à moins, je m'attendais pas à plus, parce que j'avais peur de trop en attendre de ce film. Donc, Ben, nous, on l'a vu le vendredi soir, et quand on arrive le mercredi, que tu vas au ciné et que tu vois 4,7 ouais. de presse, 4,5 spectateurs, ouais, tu fais oula. Hum, Ça impressionne un peu sur le coup. Au bout de 2 jours, on a peur de trop se hyper, forcément, ouais. pour des films comme ça. Toi, c'était ces notes-là, justement, ouais, de 4,7 sur Allociné. J'ai pas trop regardé là depuis si ça s'est un peu équilibré. Mais toi, comment tu perçois ça? T'as l'impression que c'est beaucoup pour un film comme ça, qu'on en a fait beaucoup? Comment tu. Ça me dérange pas qu'un film comme ça soit très bien noté. Ouais, Toi, je vais pas crier au scandale ou trouver ça grave ou inquiétant pour le cinéma. Il a toujours que 4,7 presse, 4 spectateurs encore. ouais. Après, 4 spectateurs? ouais, ça a un peu diminué. Ok. C'est souvent le cas. Les gens vont le voir parce qu'ils en ont entendu du bien, et puis ils sont déçus et ils baissent les notes. Hmm. C'est assez classique. Euh, Après, je trouve le 4 spectateurs me va pas mal. Le 4,7 presse, c'est vrai que ça me paraît un peu énorme.
Mais je trouve ça pas si grave quand même. On est quand même sur, au moins en termes de réalisation et d'acting, vraiment un des meilleurs films de l'année. Mhm. Donc c'est pas, je trouve pas ça dérangeant. Ok, et tu mettrais quelle note toi? Bon, ouais, je trouve le 4 est bien. Ouais. Je trouve le 4 est bien. Après, c'est quand même un film qui est très très radical politiquement, Mhm. qui a des idées auxquelles on n'est quand même pas obligé d'adhérer, hein, qui te dit que il y a une révolution, qu'il faut plus faut arrêter de voter, qu'une bonne révolution c'est une révolution sanglante. Enfin, il y a plusieurs lignes quand même dans le Mhm. dialogue qui sont assez fortes. Et on n'est quand même pas forcément obligé d'adhérer à ce spectre-là. Avec en opposition des suprémacistes blancs tout aussi encore bien, bien plus immondes. Donc ouais, tu te dis il y a peut-être aussi un juste milieu un peu qu'on peut avoir, mais c'est l'idée du film et ça me dérange pas tant qu'elle est bien, bien exécutée. Et encore Mhm. une fois, ces petites touches d'humour qu'ils apportent et ce côté notamment un peu ringard qu'a DiCaprio allègent un petit peu ce discours-là et le rend plus digeste, je trouve. Ouais, c'est un film qui nous marquera, je pense, ceux qui l'ont vu, moi, je pense aussi, va peut-être marquer le cinéma, c'est un bien grand mot, mais je pense que c'est un film dont on se souviendra, qui marquera l'année 2025 aussi, parce qu'il y a un Sean Penn dans un registre totalement différent de ce qu'on a pu voir de sa carrière, qui arrive en tant que parodie un peu, métaphore aussi du gouvernement américain actuel, ce côté à la fois terrifiant et à la fois très ridicule Mm. d'un personnage voilà, qui est le chasseur hein, dans cette histoire, qui est terrifiant physiquement, mais qui aborde une démarche et une coupe de cheveux absolument ridicule, qui cherche absolument à être accepté par du coup ces suprémacistes blancs qui jouent en fait de son personnage, qui eux sont pas du tout impressionnés par lui. Euh, Juste quand il parlait de surprise, pour moi, Sean Penn, c'est la surprise du film. Dans le ouais. sens où, quand je vois le speech, les bandes annonces et les premières minutes, je me dis, bon, Sean Penn dans un rôle de vieux militaire très strict, Mhm. le personnage fit. Tu te dis, bon, c'est bien pensé, mais voilà. Et quand tu commences à lui pousser dans ses vices, dans ce côté de presque d'obsédé sexuel qu'il a, Mhm. ses façons de se tenir, etc., là, je m'y attendais pas du tout pour le coup, et l'évolution du personnage de Sean Penn est très très surprenante. Ouais. Donc du coup, tu vois, et je pense que moi c'est la plus grosse réussite de ce film, avec quand même la mise en scène et tout ça que je trouve très joli, mais le jeu d'acteur Non, le est casting, c'est mémorable. énorme. T'as un rôle très surprenant de DiCaprio. En tout cas, si il n'est pas surprenant, il a au moins le mérite d'être inédit. Ce personnage-là, incarné par DiCaprio. T'as un méchant qui va marquer, moi je pense, là, le cinéma contemporain actuel, tu vois, les années 2020. On se souviendra de la performance de Sean Penn parce qu'il crève l'écran. Et puis ensuite, derrière, on a des seconds rôles qui sont aussi assez marquants pour pas un jeu absolument brillant, mais pour justement le personnage de Benicio del Toro, c'est le personnage kiffant du film, tu vois, c'est le côté marrant, c'est le côté allez fou, ouais, tu le vois en prof de judo. Qui est complètement barré, qui gère en fait tout un espèce de cartel derrière et tout ça, toute une Oui, mais entreprise t'as tout un familiale. discours politique avec lui aussi. C'est-à-dire que Ouais, c'est aussi en même temps, il n'est pas juste cette espèce de clown, il a tout un réseau de migrants qu'il cache, qu'il exactement. protège, etc. Donc ça raconte en plus de quelque chose, c'est cette idée-là de Ouais. raconter quelque chose de politique, mais le faisant avec une certaine légèreté pour que ce soit un peu plus digeste. Mhm. Je trouve est vraiment réussi dans le film. Ouais. Donc voilà, on vous conseille, si vous n'êtes pas encore allé voir ce film, de vraiment le voir au cinéma. C'est une vraie expérience au cinéma, Ouais. Maxime. Oui, 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 c'est vraiment. Il y a vraiment plusieurs plans, je ne pourrais pas là les décrire ou les mettre des mots dessus, mais où j'ai l'impression de n'avoir jamais forcément vu ça. Mhm. Notamment de voitures ou de personnages qui rentrent dans la voiture, la caméra suit, à un moment Mhm. la voiture tourne, ça la suit. Enfin, il y a plein de Oui, c'est petits très plans où je me rythmé, suis dit, ouais. waouh, ça a de la Ouais, gueule, ça a ouais. de la gueule. C'est bien fait, ouais. La course-poursuite de fin aussi, bon là on spoil, donc je pense que les gens qui l'ont vu au ciné, bien sûr, mais ouais, ouais, c'est un film qui a un énorme gain au cinéma, rien que pour sa durée, en plus, je pense chez soi, Mhm. si on décroche avec le téléphone, avec tout ça, ça peut être plus vite un film oubliable, Oui, alors que la séance de cinéma, on y gagne énormément pour ce film-là, c'est sûr. je suis bien d'accord avec toi. Je te propose qu'on joue, Maxime. Allez, j'adore jouer. J'adore jouer. J'adore rire. J'adore l'humour.
Très bien, on va jouer du coup au même jeu que la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas rattrapé l'épisode, on vous en veut pas, mais allez voir, on s'est régalé à faire cette Ouais. En émission plus, il y a aussi. eu un bug, on a perdu les stats des 2 premiers jours, donc si les gens Oh veulent y là là, retourner, c'est pas mon Dieu. interdit. Et punaise, on était pas loin du million, quoi, en plus. Du million, ouais, C'est ça la dinguerie. Et en plus, pour un problème qui n'était pas du tout de mon ressort, c'est vraiment l'export YouTube qui a massacré la vidéo. Et donc, coup, juste en refaisant le même export, cette fois-ci, ça a marché. Merci en tout cas YouTube de nous avoir enlevé ce million ouais, de vues. tant pis. Mais du coup, vous allez vous rattraper sur cet épisode-là, j'en suis convaincu. Avec du coup un jeu, je vais réexpliquer les règles, elles sont extrêmement simples. Moi, j'ai choisi une liste de 10 films. Ça aurait pu être 10 films d'un réalisateur, 10 films d'une année, 10 films d'un genre. On a carte blanche là-dessus. Seul moi connais la liste de 10 films. Et Maxime, lui, se pose une question. Et en fait, on va devoir à tour de rôle éliminer un film qui ne répond pas à cette question selon nous pour garder le seul et dernier film qui, lui, pour nous, est le meilleur film de la liste qui répond à la question initiale. La semaine dernière, on avait fait sur quel film de la liste des films sortis en 2019 qu'avait concocté Maxime, tu viendrais pitcher, tu viendrais présenter à toute ta famille lors d'un repas de famille et on vous laisse voir lequel des films avait gagné. Cette fois-ci, Maxime, je vais t'emmener en 2007 Ok. avec la liste suivante. Est-ce que tu as vu Hot Fuzz? C'était Oui. mon seul doute. Ok, très bien. Donc j'ai No Country for Old Men. Ok. Ok. Ratatouille. Ok. J'ai Hot Fuzz. Ok. J'ai There Will Be Blood. Mhm. J'ai Into the Wild de Sean Ouais. Payne à la réalisation. C'est vrai, oui, que c'est Sean Penn qui a fait ça. Alors, il joue pas dedans, je crois. Non, non, il joue pas dedans. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. J'ai Les Simpsons, le film. Ok. J'ai Pirates des Caraïbes 3. Juno. L'exceptionnel de Transformers de Megan Fox et Shia LaBeouf. Belle année 2007, hein. Ouais. Et Je suis une légende avec Will Smith. Ok, ben, j'aime bien la liste par rapport à ma question. Ok. C'est moi l'idée, bon, je sais pas l'originalité absolue, mais je me suis dit dans la liste qu'on devrait retirer. Alors, je sais pas dans quel sens tu voudrais le faire, mais qu'on garde le film le plus surcoté. Ouais, bah, voilà, on Alors, va soit enlever ceux on. qui pour nous sont pas surcotés. Et voilà, et à la fin, il y aura le film surcoté de. Et Ah, là, ok. ça va se déchirer. Donc, Du je commence coup, du coup, vu que oui, c'est je crois toi que tu qui avais commence. commencé la dernière fois. Exactement. C'est toi Donc là, qui j'enlève commence. celui que pour moi qui est le moins surcoté de la liste. Ouais. Euh, le moins surcoté de la liste, Hot Fuzz, Ouais. que j'aime vraiment beaucoup comme comédie. Ouais. Je trouve vraiment très fun, très drôle et que pour moi n'est pas surcoté, elle pourrait même être un peu sous-coté d'Edgar Ouais. Wright. Donc j'élimine Hot Fuzz. J'adore cette liste, parce que quand je vois cette liste, je me dis que si jamais toi tu élimines des trucs, en fait, tu sais, tu vas pouvoir éliminer des trucs que moi ça va pas être de mon ressort. Bah oui, c'est ça qui est bon. Moi, je vais enlever Ratatouille, qui est pas du tout un film surcoté. C'est même l'un, si ce n'est le meilleur Pixar. En tout cas, moi, c'est mon préféré et Ratatouille n'est pas du tout un film surcoté. Donc j'enlève Ratatouille. Ok. Euh, Transformers n'est pas surcoté. Je pense qu'il a il est populaire en bon film d'action bien réalisé, mais qui est pas non plus un chef-d'œuvre narratif ou quoi que ce soit, mais qui tient vachement bien la route, qui a des effets spéciaux impressionnants 20 ans plus tard. Ouais. Donc Transformers, c'est pas du tout sous-coté. Ok. Je vais Je enlever. pense que les gens qui aiment Transformers savent pourquoi ils l'aiment, toi. On va pas Oui, oui, chercher à oui. faire des paraboles de ouf sur Transformers. Non, et puis c'est le Ouais. premier blockbuster de la licence comme ça, tu vois. Mm. Non, non, c'est sûr. Pirates des Caraïbes 3, moi j'enlève. Ouais, j'ai hésité avec Transformers tout à Parce l'heure. qu'il est énorme et il vient clôturer une trilogie qui pour moi est l'une des meilleures sagas du cinéma, tant sur l'aspect bande-son, sur l'aspect effets visuels, où 20 ans après, ça a Ouais. encore, mais les effets visuels. Vinnie Jones, c'est extraordinaire, Oh hein. là là, c'est abusé. Et le Pirates des Caraïbes 3 est un peu la quintessence de cette trilogie avec une bataille finale sur un fond de musique de Hans Zimmer absolument mémorable. Donc non, ouais, Pirates des Caraïbes 3, pas du tout surcoté. Ouais. Juno, pas surcoté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très Donc bien. là, il nous en reste 4, c'est ça? Il nous reste Je suis une légende, Les Simpsons, 5. Into the Wild, There Will Be Blood et No Country for All Men.
Je vais enlever Into the Wild. Parce que pour le coup, c'est un film qui, avant que je le voie, j'en avais énormément entendu parler. C'était, tu sais, la cover, elle est marquante de Into the Wild. Quand Oui, tu l'as sur le pas vu, bus, là. sur le bus, Ouais. en fait, sans avoir vu Into the Wild, si on te dit t'as vu Into the Wild, tu penses forcément à la cover. C'est un peu comme des films comme Little Miss Sunshine, comme Amélie Poulain. On connaît tous un peu cette cover-là. Et Mhm. ensuite, donc je l'ai vu des années après qu'on en avoir entendu parler. Et je me souviens m'être pris une vraie claque devant ce film-là. Que j'avais adoré Into the Wild. Il y a une Kristen Stewart aussi dedans qui joue les seconds rôles. Mais l'acteur dont je n'ai plus le nom, l'acteur de Speed Racer qui joue le rôle principal, Aucune idée de son nom. est génial aussi. Non, Into the Wild pour moi c'est pas surcoté. Ok. Euh, les Simpsons, le film, je vais l'enlever. J'ai même pas l'impression que par rapport à la popularité qu'ont les Simpsons, ce Mhm. film-là soit mis en apothéose, tu vois. J'ai pas l'impression qu'on en parle tant que ça. C'est culte, hein. Il y a le Speeder Cochon, Ouais, il y a quand Spider même des Cochon, trucs. voilà, mais je veux dire, ça s'arrête là. Je suis pas sûr que ça ait tant marqué que ça les gens. Là, on en reparle parce qu'il y a le 2 qui est annoncé, mais Oui, moi, enfin, je m'en souviens très très peu honnêtement, et ouais. je pense pas qu'il soit surcoté. Je pense pas que ça fait tu Non, demandes aux gens le top 30 des meilleurs films d'animation du 21e siècle, personne va citer les Simpsons, tu vois. ouais, ouais, c'est sûr. Je le vois pas surcoté. Là, il reste du gros là quand même là. Je suis une légende. Il reste There Will Be Blood et il reste No Country for All Men. C'est toi qui vas trancher. Euh, j'enlève Je suis une légende. Ouah. Ah, ça va être une grosse take, hein. J'enlève Je suis une légende Ouah. parce que en vrai c'est pas mal qu'il soit dans la liste parce qu'on pourrait dire quelque part que c'est un film parce que c'est un film pareil dans le même style qu'Into the Wild, la cover de Je suis une légende, c'est vraiment et je pense Oui. peut-être pas autant de gens que ça qui l'ont vu ou en tout cas si les gens l'ont vu, je Ah, pense que je c'est pense un que c'est film du vraiment grand public, c'est le plus populaire des trois, je pense. ouais Ah et, ouais, et, je et pense. pourtant je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui l'ait vu dans ces 10 ou 15 dernières années. Genre t'as un film, c'est un film que t'as vu à une époque C'est et que tu possible. n'es pas sûr que tu le revois 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Je pense qu'on l'a laissé là où on l'avait vu. Maintenant, ça, moi de mémoire, voilà, c'est Three Little Birds de Bob Marley qui résonne dans cette Avec playlist le chien. dégueulasse et tout ça. Non, ouais, bon, allez, je l'enlève. J'enlève. Je veux pas que ce soit Ouais. lui le film surcoté de 2007. Ah, bah, j'aurais préféré. Donc là, tu me demandes de dire qu'est-ce qui est le plus surcoté entre There Will Be Blood et No Country for All Men. Yes, sir. Le film que j'ai dû voir il y a 6 et 8 ans, c'est super. Ouah. Ben, alors, le plus surcoté, je vais pas mettre celui que j'enlève, je vais dire qui est le surcoté de la liste. Ah, je vais dire There Will Be Blood. Aïe, 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 Ouais, aïe. non, No Country for All Men, moi je trouve pas ça tant surcoté. Je pense que tu aurais choisi No Country for All Men, toi. Oui, moi je l'aurais Et que su. t'es Bah pas oui. très fan du film et que t'as vu There Will Be Blood Non, récemment. j'ai aimé le film. J'ai aimé le film. J'ai pas aimé les 20 dernières minutes. Mais je pense qu'il est plus marquant No Country for All Men par son rôle de méchant. There Will Be Blood, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a aussi un beau casting, mais j'ai le souvenir d'avoir m'être un peu ennuyé dans le film Ouais. par moment. Je sais aussi que je me souviens l'avoir vu, alors pas pour raconter ma vie, mais je vivais chez mes parents sur une petite télé dans ma chambre. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je redonne une chance à ce film en bonne Mhm. définition et tout ça. Je sais que ça joue. Mais ouais, je dirais que le surcoté de la liste, du coup, c'est There Will Be Blood. Voilà, vous pouvez vous désabonner en bas à droite. Ouais. Donc là, je vais être référencé comme la bulle cinéma trouve zéro Plus, Blood surcoté. Voilà le raccourci que peuvent faire les gens qui veulent me nuire. un pouce rouge sur la vidéo et on n'en parle plus. Je l'ai vu hier, je l'ai rattrapé Terrible. hier, ce There Will Be Blood, et sans dire que c'est un film surcoté, parce qu'il m'a tenu en haleine de bout en bout, que j'ai trouvé que c'était un très bon film, auquel j'ai donné la note de 4 sur 5 sur Letterboxd. Maintenant, c'est pas le chef-d'œuvre que je m'attendais à voir, que tout le monde m'a décrit comme étant l'un des meilleurs films du 21e siècle aussi. Donc là-dessus, voilà, il m'a manqué un peu ce Ouais, moi truc-là. aussi. Il y a une fin très brute aussi dans The Will Be Blood qui te laisse un peu, qui te coupe un peu la chic.
Donc, Moi, j'ai mais vraiment ce souvenir de Paul Dano. Je sais pas pourquoi, c'est lui qui m'a le plus marqué dans le film. Et de magnifiques plans que j'ai dû revoir aussi sur Insta dans les réels 20 fois avec les explosions de pétrole, etc. Donc, j'ai quand même souvenir d'une esthétique et d'un casting qui est très bien, mais il y a hmm, un problème de rythme et de comprendre vraiment de quoi parle le film. Enfin, si, il parle forcément de un peu de capitalisme aussi et de ce que tu fais avec les richesses, etc. Mais je sais pas. Mais peut-être que je vais revoir ce film dans 6 mois et que je vais me dire quel connard j'ai été de de l'avoir mis en surcoté. C'est fort voilà, probable. exactement. C'est pas impossible. Voilà, on va pas le répéter deux fois parce qu'on n'est pas là pour le répéter deux fois. Est-ce qu'on assume cette take-là? Pas certain, mais en tout cas, c'est aussi le risque de ce jeu-là. Quel jeu, ma Peut- pauvre Lucette, Si hein. on s'était posé une autre question, ça aurait sûrement pas été There Will Be Blood, la réponse finale. Mais c'est aussi ce qui est marrant avec ce petit jeu. On va terminer ce podcast avec deux questions, Ouais. Maxime. Je vais te poser une première, vu que là, tu vois, on évoque There Will Be Blood. Ouais, Il va y c'est. avoir une bataille après l'autre, des grands films, des grandes fresques de plus de 2h30 signé Paul Thomas Anderson, pour le coup, c'est le point commun entre les deux. Je vais te poser cette question qui, moi, est une question que je me pose de plus en plus, même en tant que cinéphile, à mon humble mesure. Est-ce que c'est vraiment plus dur de s'accrocher à un film qui dure 2h30 ou plus? Voilà, je te la développe pas. Ouais, ouais, ouais. Répondre facilement à cette question-là. Est-ce que pour toi, c'est plus dur de s'accrocher à un film qui dure Alors, 30? déjà, je pense que, et ça, c'est même outre cette question, c'est de manière générale, quand on voit un film, je suis persuadé que notre forme, nos émotions de la journée, comment on va, qu'est-ce qu'on a vécu récemment, joue énormément sur le film qu'on regarde. Bien sûr. Et que du coup, sur un film qui va être long, le fait de passer peut-être un mauvais moment ou de pas être dans l'état d'esprit parce que tu es fatigué, parce que tu t'es pris la Mhm. tête avec ton patron, ta meuf avant et tout ça, peut amplifier le côté douloureux du film. Mais une fois qu'on est dans un état d'esprit correct, et notamment qu'on va au cinéma, généralement, même si tu es fatigué au cinéma, tu t'en prends un peu plein la tronche, plein les oreilles, Mhm. tu vois. Pour moi, la longueur n'est pas forcément un problème tant qu'il y a un rythme et que cette longueur est justifiée. Dans le sens, moi, j'avais mis en top 2 mon top 2 de 2023, c'était Oppenheimer en 1 qui fait 3 heures et Killers of the Flower Moon en 2 qui fait 3h25. Ouais. Parce que c'est des films, je dis pas que tu sens pas le temps passer, parce que les 3 heures et quelques assis dans un siège, même 4 heures avec les pubs, tu les sens passer. Mhm. Mais t'es pris dans l'histoire, tu trouves ça beau, t'as envie d'avoir cette suite, etc. Là où certains films d'une heure et demie, 2 heures, des fois, peuvent te paraître interminables. Moi, il y a Mhm. des films d'une heure 45 où quand je suis chez moi, je regarde 5-6 fois l'heure, je regarde combien de temps il Ouais. reste. Et que du coup, je pense que quand faut pas lancer un film comme ça, ben, comme There Will Be Blood ou celui qu'on a parlé en début d'émission, en streaming chez soi, si on est un peu fatigué, qu'on a un peu la flemme ou qu'on se sent énervé, tu vois. Parce que dans ce cas-là, tu risques de passer à côté du film et de. Moi, il y a plein de films, pas forcément longs, mais que j'ai revu la deuxième fois et que j'ai beaucoup plus apprécié que la première. Je pense à Blade Runner ou Watchmen. C'est des films, en les revoyant, j'avais pas trop aimé la première fois, en les revoyant, j'ai trouvé ça fantastique. Ouais. Donc ça, je pense que l'état d'esprit joue beaucoup. Et après, ben, c'est une habitude aussi à prendre. Je vois beaucoup de gens qui binge-watch des séries pour regarder 5 épisodes de 45 minutes. C'est Mhm. pas, pour moi, c'est plus dur de faire ça parce que la série a vraiment son début, milieu, fin. Et après, il faut reprendre. Je trouve ça plus dur que de regarder un film qui est construit comme un film et donc qui passe en longueur. Voilà. Très bien. C'est une belle réponse. Je Merci, Zizou. répondrai pas si c'est pas ma question. Donc vous aurez. Mais en tout cas, non, c'est sûr. Pour moi, il y a de cela. C'est pas forcément une question d'heure. C'est une question d'heure quand il faut se projeter. Et je pense que c'est difficile de se dire, vas-y, il est 21h30, j'ai envie de me mettre un film. Oh là là, 2h15, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre? Donc c'est un peu une question de Ouais, moment de la journée où tu le fais. Mais tu peux voir des films qui passent à une vitesse et qui font 2h30 et des films d'1h40, comme tu l'as très bien dit où en fait t'es là et tu vois et ça fait qu'une heure que le film a commencé et tu te dis oh il reste 50 ouais. minutes. Genre, Oh tu fais la mon pause Dieu. pipi, tu mets pause, tu vois qu'il reste 50 minutes sur 1h50 et tu te dis, mais Ouais, c'est pas possible, il faudrait c'est qu'il pas reste un quart possible. d'heure. Ouais, Ouais, ça peut faire mal. voilà. Ok, ben à mon tour de poser une petite question d'actualité. Je sais que Ah bon. tu es fan, comme beaucoup de gens, comme moi aussi d'ailleurs, de la série Peaky Blinders, Yes sir. qui va avoir son film, alors je sais plus si c'est en fin d'année ou début d'année prochaine, 2026. 2026, et qui vient là, c'est tombé hier au moment où on tourne, d'être renouvelé pour 2 nouvelles saisons. Ouais.
Et je me suis dit que j'étais curieux d'avoir ton avis sur bah, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te hype à nouveau de repartir pour 2 saisons de Peaky Blinders encore après qu'on ait eu 5 saisons et un film? Mhm. Est-ce que tu as des doutes sur la qualité? Que tu développes un petit peu cette idée-là. Bah, déjà, ça va être donc ça va être un sequel, cette série en au moins deux saisons, la continuité. Je sais pas si ça va continuer de s'appeler Peaky Blinders, on va voir. En tout Bon, cas, il y ça aura va le être titre quelque part pour garder oui, pour garder l'accroche. l'accroche. Ça va être un tout nouveau casting. Alors, on sait pas, du coup, quel sera l'avenir de Tommy, d'Arthur et des personnages qui restent de Ouais. cette famille, parce que du coup, on sait que le film va se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la dernière saison annonce, et c'est imminent, l'arrivée du fascisme en Angleterre et la Deuxième Guerre mondiale est aux portes de la fin de la saison 5 ou 6 je sais plus. 5 peut-être. Il y a eu 5 saisons, ouais. 5. Voilà. Donc du coup, le film va être là-dessus. Un film où on va retrouver tous les acteurs de la série, plus d'autres, comme Barry Keoghan, par exemple, qui a été Ouais. annoncé il y a un moment au Quel casting de ce film-là, qui colle casting parfait. parfaitement. Ah, c'est extraordinaire. Mais déjà, il aurait dû être là au démarrage. Ouais. C'est le seul truc qu'on peut leur reprocher, ouais. Franchement, Barry Keoghan, il a grandi en regardant Netflix et Peaky Blinders. Il s'est dit, oh, comment ça, je suis pas dedans? C'est De quoi ce ouf. délire? Donc, il est là dans le film. Et ensuite, du coup, ça a été annoncé. Ces deux saisons au minimum seront la suite de la série Peaky Blinders. Ça va être produit par Cillian Murphy, qui reste du coup, mais qui sera plus acteur. Enfin, en tout cas, il n'est pas annoncé comme acteur. C'est ça la Ok. question. C'est qu'on ne sait pas si on sait qu'il va être le producteur de cette série qui va sortir sur BBC et sur Netflix. Et ce sera sur la nouvelle génération de Shelby. Voilà, peut-être des enfants, peut-être voilà, des cousins ou quoi, Mhm. qui en 1953, donc il y aura une ellipse quand même, entre 45 et 53, et ce sera sur la reconstruction de Birmingham après la Seconde Guerre mondiale, donc Birmingham, théâtre de la série depuis 5 saisons. Donc moi, oui, je suis hype parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il y avait un casting mémorable. Donc j'aimerais bien que en fait la série continue avec des belles têtes. Tu vois, je sais pas qui on va voir dans cette série, mais tu vois, peut-être que Barry Keoghan va peut-être continuer et va être dans cette Ouais, ouais. suite. Ce serait bien parce que Peaky Blinders a marché parce que même si Cillian Murphy s'est vraiment révélé dans Peaky Blinders, c'était un acteur de Inception, de Batman, de Christopher Nolan, on l'avait vu, mais il n'avait pas la dimension. C'est Peaky Blinders qui lui a demandé cette Oui, dimension-là. tout à fait. Tom Hardy, en revanche, était un acteur plus que confirmé, Adrian Brody aussi. Et en fait, Peaky Blinders a toujours eu l'énorme privilège d'avoir des grands acteurs dans sa série, même signés sur une, deux ou trois saisons, hein, Ouais, des le rôle fois. des méchants souvent était. Voilà, J'aime même beaucoup celle celui de la qui... saison 1, Sam Neill, qui était dans Jurassic Park quand même, et qui vient faire le flic de la saison 1. Ouais, ouais, c'est vrai que ce que tu sais, c'est très vrai ce que tu dis, ouais. Et du coup, j'en attends pas moins de Peaky Blinders sur ce sequel avec ces deux nouvelles saisons. J'espère qu'il y aura des acteurs peut-être plus jeunes. On sait pas, hein, franchement, s'ils peuvent aller nous chercher. Je vais ressortir les mêmes noms que d'habitude, mais des Jacob Elordi, des acteurs comme ça, on sait pas. Tu vois, peut-être plus des Anglais, mais quoi, il est quoi, Jacob Elordi? Il est américain? Parce que je Je trouve sais qu'il pas, prend mais cet je suis pas sûr que accent-là. des acteurs qui commencent à exploser au cinéma vont aller dans une série. Enfin, Ouais, faut voir comment ça se oui. passe. Ça paraît compliqué comme ça. Je pense qu'on a peut-être plus un casting un peu inconnu à faire Oui, émerger. C'est plutôt le rôle Netflix a plutôt cette tendance à faire ça. ouais, on va voir. Mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que j'attendrais de cette suite parce que c'est un risque à prendre hein, de relancer Peaky Blinders sans les grands acteurs qui ont marqué la Mm. série en continuant, quelquefois, c'est assez rare aussi pour être souligné, de voir qu'il y a une série qui abandonne la plupart de ses acteurs principaux, voire la totalité, mais qui continue l'histoire tout de suite, tu vois, avec une petite ellipse de 5 ans. Game of Thrones n'a jamais pris le risque de faire ça, ils sont allés 200 ans avant, Star Wars a fait la même mécanique et tout, et c'est Ouais, assez rare pour être souligné le côté, on embraye quasiment directement après la suite, alors qu'on avait annoncé une fin. Et avec d'autres acteurs, mais pour continuer la on est suite. plutôt sur la mode du préquel, comment c'était Ouais. avant que de la suite. Ouais, Donc, tout à fait. hypé, mais j'attends de voir un peu l'annonce du casting et surtout la qualité de ce film. Parce qu'on nous avait annoncé
une série qui allait finir avec un film. Avant même que le film sorte au cinéma, on annonce qu'il y aura en fait finalement une suite. Donc aussi à voir comment le film a été pensé. Est-ce qu'il a été pensé et tourné avec l'idée qu'il y ait une suite derrière? Est-ce que va y avoir des ouvertures? À quel point elles vont être bien faites aussi pour laisser voilà, une ouverture sur du coup Ouais. une suite immédiate? J'attends de voir. Mais en tout Pour cas, moi, si tu fais un film, c'est pour clôturer quelque chose. Tu fais ouais. pas un film pour, tu vas pas mener les gens au cinéma et pas sur leur plateforme pour Mhm, leur teaser une série. Je pense que enfin, moi, si c'est ce qu'ils font, alors tu peux faire une petite scène de fin où tu comprends que certains personnages vont être dans une série ou mettre un petit enjeu. Mais le gros de la trame doit se tourner auprès des personnages qu'on connaît et doit se finaliser et leur histoire doit se terminer là, peu mhm, importe comment. mhm. Ça doit pas être vu que puis le film est annoncé quand même depuis des années, la Ouais, série depuis hier. ouais, Je pense pas qu'ils aient construit le film en pensant à la série. non. Donc voilà, on verra. Mais oui, oui, en tout cas, cette nouvelle me réjouit plutôt. Ok. Et on va voir. Voilà. Voilà, Bah monsieur. super alors. Eh bien, merci pour ce nouvel épisode de Name Drop. Maxime, merci à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, Google Podcast et toutes les applications de la Terre qui font du podcast. Nous sommes présents dessus. On se retrouve sûrement la semaine prochaine. On va vous confirmer ça, c'est pas certain parce qu'avec le FIFIB, on va voir comment on organise un peu nos agendas. Mais en tout cas, on va continuer de faire de ce podcast un rendez-vous hebdomadaire dans la mesure du possible avec Maxime. Très bonne semaine à vous et puis à très vite sur la Bulle Cinéma. Ciao. Ciao.